Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes mercredi, nous retrouvons 8h14, Maxime Liedo, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de l'impuissance sécuritaire ce matin. Mais dites-moi, l'impuissance sécuritaire, c'est quoi? C'est un nouveau concept? Oui, c'est un peu l'idée. Ce serait une expression pour illustrer, si vous voulez, cette incapacité française à agir sur des sujets très concrets de la sécurité du quotidien. Le problème étant qu'en France, on paye des gens pour écrire des rapports qu'on ne lit pas. Et cette semaine, à quelques jours d'intervalle à peine, on a été publié 2 pour mettre à plat ce qui ne marche pas sur 2 sujets majeurs. L'expulsion des clandestins et sur le narcotrafic. La conclusion est la même à chaque fois. La France n'a plus les moyens ni les outils pour répondre à ces défis majeurs. Le premier, c'est un rapport par Brigitte Klinkert. C'était l'ancienne ministre à l'insertion sous Elisabeth Borne. Ce serait mentir de dire qu'elle a marqué son camp. Bref, rappel quand même, l'an dernier, 137 730 clandestins ont reçu une obligation de quitter le territoire. Elle le dit clairement dans son rapport, à peine 8% d'entre eux ont réellement quitté le territoire. C'est une proportion ridicule, surtout lorsqu'on la compare à la moyenne européenne, c'est 19%. Un tel échec peut peut-être s'expliquer par le fait qu'à 96%, ce sont les pays du Maghreb qui refusent d'émettre les laissez-passer consulaires qui sont nécessaires pour envoyer les clandestins chez eux. Et notamment l'Algérie, oui, et notamment le Maroc. Qui met en prison un Boualem Sansal, mais qui ne veut pas de ses ressortissants. Exactement. Et nos fameux centres de rétention administrative qui ont monopolisé l'actualité il y a quelques semaines, qui se remplissent, mais qui se vident aussi vite. Parce qu'en moyenne, chaque mois, écoutez bien, c'est 678 clandestins qu'on relâche. Et c'est souvent pour des raisons aussi absurdes que des refus d'embarquer. C'est-à-dire que les personnes qui ont l'obligation de quitter le territoire refusent de monter dans l'avion. Et tout ça, ce sont accessoirement des pratiques, si vous voulez, qui sont encouragées par des associations payées par notre argent public. Et pendant ce temps-là, alors que la mode est aux discussions sur les sujets financiers, on l'a encore vu dans cette matinale, les crédits alloués à la lutte contre l'immigration irrégulière baissent de 42% dans le budget 2025. Jean-Jacques. Vous nous dites aussi que les résultats sont aussi décourageants sur le narcotrafic. Oui, les chiffres sont pourtant connus. On sait que le narcotrafic prospère partout. Cannabis, première drogue consommée en France. On connaît aussi une hausse vertigineuse. C'est plus de 72% de consommateurs. La cocaïne aussi a vu sa consommation tripler en 12 ans. Rien que cette année, on a déjà fait une saisie record qui dépasse les chiffres de l'année précédente. Et c'est un phénomène en plus qui gangrène le territoire. C'est 79% des communes françaises qui sont touchées, nous dit ce rapport de la Cour des comptes sur le narcotrafic qui sort cette semaine. Et là aussi, l'État semble totalement désemparé au sens propre comme au sens figuré. Seulement 6% des forces de sécurité sont mobilisées quotidiennement contre le narcotrafic, alors que tous les gens qui viennent sur les plateaux nous expliquent que c'est la priorité du moment. Les opérations coup de poing sur les points de deal, si spectaculaires soient-elles, n'ont qu'un effet temporaire, nous dit le rapport, et même l'Office anti-stupéfiants, créé en 2020 pour coordonner la lutte, peine à recruter. On a seulement eu l'année dernière 71 enquêtes menées, alors que pendant ce temps-là, les narcos, si vous voulez, bâtissent des empires. Un grossiste peut gagner jusqu'à 400 000 euros par an, un simple guetteur 90 euros par jour, et les têtes de réseau, généralement, accumulent les 10 millions d'euros. Donc en réalité, la France semble piégée dans une mécanique de l'impuissance. Ce ne sont pas de simples dysfonctionnements, c'est réellement des symptômes d'une perte de contrôle et d'une incapacité à répondre aux défis de notre époque. La sécurité n'est pas une option et peut-être faut-il passer davantage de temps à gagner des bras de fer avec les pays, à se battre sur la politique, sur les moyens et sur l'embauche de personnel plutôt qu'à se déplacer à chaque incident et à se mettre en une des journaux avec un air martial. Qu'en pensez-vous, Jean-François Killy? Vous savez, les gangs se sont ramifiés et militarisés à très grande vitesse ces dernières années. J'ai presque envie de dire ces derniers mois. Le narcotrafic se développe à grande vitesse dans ce pays. La criminalité s'est toujours adaptée. Elle va plus vite que la politique. Mais oui, mais elle va plus vite que la politique. Mais ce qui m'importe dans ce qu'a dit Maxime, c'est l'impuissance. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui, on a dépassé le sentiment d'insécurité. C'est l'impuissance publique. Parce que nous changeons. C'est ça qui est inquiétant. Nous changeons tous les 6 mois de politique, enfin j'exagère à peine, en matière de sécurité. Vous avez des gouvernements qui décident de créer une police du quotidien très sympathique qui est censée aller sur le terrain et serrer la main aux jeunes des cités. Vous avez le lendemain une politique qui, à l'inverse, va mettre le curseur de la répression très, très loin. On change à chaque fois de philosophie régulièrement au gré des alternances politiques.
politique. Une vraie politique en matière de sécurité, c'est un travail de fond, un travail de longue haleine, de longue distance. Vous avez un ministre qui compte aujourd'hui pour l'opinion publique, hein, dans le gouvernement, qui est M. Bruno Retailleau, qui s'est fait fort justement de prendre ce problème du narcotrafic, et vous avez raison de le mettre en avant à bras-le-corps. Mais le problème, c'est que si on censure le gouvernement au mois de décembre et que Bruno Retailleau il n'est plus là, c'est la même histoire à chaque fois. Mais il y a aussi, je pense, la sensation la criminalité prospère. Comment voulez-vous mettre en place des mesures de sécurité, des politiques de sécurité publique de fond qui demandent plus que quelques semaines ou quelques mois pour être efficaces si on change de ministre régulièrement. Mais en plus de l'application, si vous voulez, vous avez la sensation, c'est ce que pointent aussi ces rapports, si vous voulez, que à chaque plateau, à chaque micro, dans chaque journal, les ministres vous disent qu'ils mettent le paquet, qu'ils font le maximum, que tout va changer. Rappelez-vous, Gérald Darmanin, c'était un déplacement tous les jours pour aller sur les lieux en disant, vous inquiétez pas, ce drame, c'est terminé. On peut aussi, évidemment, reparler du Karcher de Nicolas Sarkozy. C'est pas nouveau ce que je dis, mais vous ne pouvez pas, à chaque fois que vous arrivez dans un ministère, expliquer les yeux dans les yeux, pour reprendre une expression que vous connaissez bien, Jean-Jacques, que tous les problèmes vont être réglés sur des sujets, si vous voulez, aussi préoccupants que ceux dont je viens de parler, et qui gangrènent et qui empêche de vivre. Encore aujourd'hui, on a appris qu'une cantine allait fermer, si vous voulez, à cause de points de deal qui étaient à côté. Donc ça ne peut pas, si vous voulez, à ce point apporter des effets néfastes sur la vie des gens. Entendre les politiques qui vous disent ou qui se déplacent sur les lieux des problèmes en disant, vous inquiétez pas, on va le régler, pour apprendre derrière qu'il n'y a pas de moyens, qu'il y a 71 enquêtes par an sur le narcotrafic. La différence entre les paroles et les actes, c'est plus possible à ce point. Merci, il est 8h20.